Bonjour et bienvenue dans ce cours Être un manager coach, oser être une autorité bienveillante. Ce cours, il prend toute sa place, particulièrement dans le contexte d'aujourd'hui où de plus en plus on demande aux managers d'avoir cette attitude de coach, d'avoir cette attitude bienveillante. Avec l'arrivée notamment du télétravail, où les choses se font à distance, cette posture-là, elle va prendre de plus en plus d'importance, de plus en plus de poids en fait dans le management et dans la gestion des hommes et des équipes. Et donc, il est nécessaire de développer cette attitude-là. Et l'attitude du manager coach, pourquoi je la relie à être une autorité bienveillante? C'est parce qu'au fond, c'est très complémentaire, c'est très relié et c'est un peu la même idée, la même posture en arrière-plan. Et effectivement, ça va toucher tous les types d'autorité. On parle effectivement, je parle de manager coach et ça c'est lié au monde de l'entreprise, mais vous soyez un éducateur, vous soyez un formateur, vous soyez un parent, un grand-parent, etc. Bah, effectivement, ce rapport d'être une autorité bienveillante, bah, c'est un petit peu ce qu'on cherche à amener et à apporter aux gens qu'on accompagne, qu'on forme, qu'on éduque et dont on cherche à développer les compétences, les savoir-faire. Puisqu'au fond, c'est un peu ça que cherche à faire une autorité. Et justement, on va aller voir ça un peu plus en détail à travers quelques définitions, de manière à bien comprendre effectivement qu'est-ce qu'on entend par les concepts d'autorité, de coach et de manager. Parce qu'au fond, ce qu'il faut comprendre au préalable, c'est que ces notions-là, elles sont un peu fluctuantes. Dans notre vie, on a toutes les postures en même temps. Si je prends un médecin qui, d'emblée, je vous dis, ah, cette personne est un médecin, c'est donc en général, on pense à une autorité, puisqu'effectivement, il va être l'autorité vis-à-vis de ses patients. Et quand il regarde son chef de service, qui est l'autorité? Pas lui, son chef de service. Donc il y a un moment où il va être l'autorité face à son patient et l'autre moment où il va être un subordonné face à son responsable. Et au fond, dans la vie, on est tous dans ces postures-là où il y a des moments où on va être dans des postures d'autorité et des moments où on va être dans des postures de subordonné, d'apprenant, etc., etc. Donc, ça va vraiment être important dans le rapport à l'autorité de jamais oublier que les postures changent et qu'elles ne sont pas liées à notre individualité. On n'est pas une autorité dans l'absolu. Il y a des contextes, il y a des moments, il y a des situations où on va être cette autorité et on se doit d'incarner cette autorité. Alors, commençons par quelques concepts, comme je vous le disais. L'autorité, ça veut dire quoi? Si on regarde concrètement ce que ça signifie, ça veut dire c'est avoir le droit de commander, d'imposer l'obéissance, d'imposer ses volontés à autrui. Là, en général, on est bien raccord sur ce que c'est l'autorité. C'est quand même à peu près à ça que tout le monde pense. Puisque, effectivement, l'autorité, pourtant, est souvent assimilée à un pouvoir devant lequel on va s'incliner, qu'on va craindre, en fait, quelque part. Mais au fond, l'autorité, c'est pas la crainte, c'est pas l'imposition, c'est pas d'employer la force, c'est bien, effectivement, d'amener l'autre à obéir. Et on n'est pas obligé, effectivement, pour ça, d'être dans la contrainte ou dans l'autoritarisme ou dans la guerre. On va y revenir un peu plus tard sur ces notions. Mais effectivement, on peut trouver un chemin d'équilibre, d'écoute, de bienveillance, de respect, qui va amener spontanément les gens à vouloir travailler avec vous et donc effectivement à obéir à toute une série de règles, de directives et parfois de contraintes, on est bien d'accord. Poussons un petit peu plus loin le sujet et allons voir du côté de l'étymologie. Parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, en préparant ce cours, de découvrir qu'en latin, auctoritas, ça signifie augmenter. Puis je me suis dit, tiens, c'est marrant. L'autorité qu'on associe effectivement à imposer les choses, dans son origine, elle veut dire augmenter. Ça veut dire donc que l'autorité est celui qui nous fait grandir, qui augmente nos compétences, nos capacités, nos savoir-faire quelque part. Il est celui qui doit veiller, par son charisme, par son efficacité, par ses actions, à permettre à tout un chacun de trouver sa juste place, de développer ses compétences et d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées. Notre ami le coach, lui, c'est une personne qui est en charge d'entraîner une équipe ou une personne. Il va donc être là pour stimuler, pour développer les compétences des uns et des autres pour permettre l'atteinte d'un objectif. Donc le coach, vous voyez, il a une posture pas nécessairement d'autorité, mais plus d'entraîneur. Mais néanmoins, pour pouvoir entraîner, il va devoir effectivement quand même avoir une certaine autorité et parfois imposer certaines contraintes aux gens qui coachent.
Le manager, quant à lui, en fait, un manager, c'est simplement une fonction, c'est un poste, c'est une responsabilité qu'on va trouver dans les entreprises. C'est celui qui doit gérer l'équipe, qui doit assurer la cohésion. Et dans des structures, en général, on va trouver différents niveaux de managers qui vont avoir différents niveaux de responsabilité. Premier niveau, souvent les chefs d'équipe, les chefs de production, les opérationnels. Le middle management, les responsables de services, de structures, de succursales, de départements. Et puis le top management qui vont être les directeurs généraux, les présidents d'entreprise. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur des fonctions, tout simplement. Et effectivement, pour incarner ces fonctions, ça va nous demander effectivement de développer une posture d'autorité, une posture de coach, etc., etc. Donc maintenant, je veux que vous preniez votre PDF de cours et que vous notiez c'est quoi une autorité pour vous. Je vous rassure, je vais vous donner quelques explications après, un peu plus détaillées que ces définitions. Mais déjà comme ça, là, prenez un moment et dites-vous, ok, une autorité pour moi c'est quoi? Et au fond, en général, très spontanément, on va trouver rapidement deux grandes catégories d'autorités. Les gens qu'on appelle les autorités bienveillantes, ceux qui sont à l'écoute, qui sont disponibles, qui sont là pour nous, qui vont donner des feedbacks, etc. Et puis les autorités autoritaires, qui vont s'imposer, qui vont demander l'exécution des tâches, qui vont manquer d'écoute, qui vont ne jamais partager les décisions, imposer leur point de vue, ne pas créer d'échanges. Et on a un peu tendance à un peu stigmatiser ces deux polarités. La réalité, c'est que personne n'est aussi caricatural que ça, puis qu'on peut parfois faire preuve de bienveillance, parfois d'autoritarisme. On va y revenir également. Et on va voir comment ne pas tomber dans les écueils peut-être d'ultra-bienveillance ou d'ultra-autoritarisme. Alors, cette fois-ci, je vais vous demander de prendre un moment et puis de noter votre opinion personnelle sur c'est quoi pour vous une autorité bienveillante et c'est quoi une autorité autoritaire. Et je dis bien votre opinion. Ça veut dire donc qu'il n'y a qu'une seule manière de répondre à cette question, c'est d'être 100% subjectif. Qu'est-ce que pour vous une autorité bienveillante? Qu'est-ce qu'elle devrait être peut-être? Puis qu'est-ce qu'une autorité autoritaire? Je suis sûre qu'en regardant un petit peu autour de vous, vous trouverez quelques exemples. Peut-être que chez vous même, vous pourrez observer des traits sur un bord ou sur un autre. Et prenez un moment pour poser les choses. Maintenant, voyons comment incarner l'autorité. Pourquoi j'insiste sur le mot d'incarner? C'est que je pense que ce n'est pas si évident d'être une autorité, et surtout ces postures de manager coach, d'autorité bienveillante, etc. Et ça demande pour ça de vraiment s'incarner en tant qu'autorité. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ça demande d'assumer que oui, je suis une autorité. Qu'à un moment, je suis la personne qui est en responsabilité, je suis la personne qui est en charge. Moi, j'ai été psychologue, thérapeute ou formatrice. Puis spontanément, on ne les voit pas nécessairement. En tout cas, moi, je ne les ai pas toujours pensées comme étant une autorité. Mais la réalité, c'est que quand je suis dans le bureau et que j'ai un aidé qui vient en face de moi, un client, un patient, je suis l'autorité. Pour tout un ensemble de raisons. Parce que je suis l'experte, parce que je suis le sachant, parce que je suis celui qui vient consulter. Et pour autant, pardon, et pour autant, ça demande donc d'incarner cette posture. Parce qu'effectivement, les gens vont se comporter d'une certaine manière avec leurs autorités. Ils vont développer différents types d'attitudes. Et ça va donc demander d'assumer ça, pour être capable de poser un cadre, pour être capable de poser une organisation, pour être capable de poser des limites, pour donner de la sécurité, pour donner de la confiance. Donc vraiment, assumer cette autorité. Et on comprend bien aussi que ce n'est pas juste la posture qui va donner l'autorité. Si je prends un parent, par exemple, face à son enfant, on va se dire, naturellement, il est le parent, il est l'autorité, l'enfant le sait. Et pour autant, combien d'enfants n'obéissent jamais à leurs parents? Pourtant, c'est leurs parents, ils savent que c'est l'autorité. Pourquoi ils ne le font pas? Sans doute parce que le parent, il a du mal à incarner cette posture d'autorité, à se dire oui, c'est moi. Et être l'autorité, c'est assumer plein de choses, dont assumer parfois, oui,
de devoir imposer des choses, de devoir mécontenter, de devoir poser des limites, de devoir mettre des conséquences quand les règles et les procédures ne sont pas respectées. Soyez légitime. Il y a plein de formes de légitimité qu'on peut trouver. Il y a la légitimité qui existe avec le rapport de force, celle avec les compétences et celle avec la congruence. Si on s'y attarde un petit peu, le rapport de force, c'est là où on va imposer, exiger, parfois punir, parfois blâmer. Et ça fait partie de la posture d'autorité. Évidemment, ce n'est pas l'idée de rentrer dans la vindicte, mais à un moment, si vous ne vous imposez pas, personne ne va vous respecter. Ça demande effectivement, quand on veut être une autorité, d'être en capacité de poser des limites, de poser des contraintes, de montrer effectivement qu'on est là pour assumer cette autorité quelque part. Et donc parfois ça va amener des rapports de force, pas dans la puissance, pas dans la lutte, pas dans la contrainte, pas dans la guerre, mais effectivement dans l'affirmation tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer si on veut assumer son autorité et l'incarner. C'est parfois admettre qu'il y a cette posture, effectivement, qui doit poser les choses. La compétence, évidemment, c'est le savoir-faire, c'est l'expertise, c'est tout la compétence, etc., métier ou autre, ou managérial même, etc., que peut développer le manager coach ou l'autorité. Et effectivement, ça c'est en général une très bonne base, mais il y a des autorités bienveillantes, des managers coach qui sont extrêmement efficaces dans leur poste sans nécessairement avoir l'autorité de compétences dans leur domaine d'activité. Parce que ce sont des gens qui savent très bien manager et ils savent s'entourer des bonnes personnes pour pallier au fait qu'ils n'ont pas toujours la compétence métier en arrière. Mais si on l'a, bah effectivement, ça renforce beaucoup la légitimité de l'autorité. Si je reviens sur mon exemple personnel en tant que psychologue, bah effectivement, j'ai mes diplômes, j'ai mes études, me suis formée sur différentes approches thérapeutiques. Forcément, ça renforce la légitimité de compétences parce que bah, j'ai ces formations-là et puis j'ai mes 20 ans de métier. Et le rapport de congruence, et bien là aussi, c'est extrêmement important. C'est vraiment tout simplement aussi bête que de dire si je dis quelque chose, je le fais. Si je dis quelque chose, je le fais. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont parfois tendance à dire des choses et à ne jamais les faire. Ou à menacer de choses et à ne jamais les faire. Dans l'éducation parentale, on le voit souvent. Le parent qui va dire à son enfant « Ouh, si tu ne manges pas tous tes épinards, c'est très bien, je vais jeter tous tes jouets à la poubelle. » Personne ne fera jamais ça. Ça n'a aucun sens. Aucun parent ne va jeter l'entièreté des jouets de son enfant à la poubelle. Donc en fait, vous ne le ferez pas. Donc l'enfant entend les menaces ne servent à rien, puisqu'elles ne sont pas suivies de réalité. Si en revanche c'est suivi de réalité, là effectivement, il va y avoir des conséquences pour l'enfant. Il va s'en souvenir. Et c'est pareil dans le monde du management. Si vous dites à un de vos subordonnés, ah ben comme tu as été en retard, tu vas devoir faire des heures supplémentaires, et que le soir, il s'en va à l'heure et que vous lui dites rien. Et qu'est-ce qu'il va comprendre? Que c'est pas grave s'il est en retard. Tout simplement. Donc c'est vraiment tout le discernement de la congruence. Une autre chose qui est assez importante, je trouve, c'est aussi d'utiliser sa fonction et son titre. C'est très valable effectivement dans le monde professionnel et des entreprises, mais au fond, le titre que vous avez, qui est chef d'équipe, qui est responsable de département, qui est directeur, qui est manager, ou peu importe le titre que vous avez, ça va vous donner aussi une légitimité. Parce qu'effectivement, si vous êtes un subordonné et que vous donnez des ordres ou des directives, ça ne marchera jamais. Les gens ne vous écouteront pas. Les gens se diront, t'as pas le job. Et pourtant, on en voit des gens qui parfois se retrouvent à devoir coordonner des équipes parce que finalement, le manager n'est pas là, etc. En général, face à certaines responsabilités, face à certaines problématiques, les gens diront, non, c'est pas toi le manager. Donc non, on ne va pas faire. Et ça peut poser des contraintes, effectivement. Mais quand on a le bon titre, entre guillemets, c'est très intéressant de l'incarner,
de l'assumer parce qu'effectivement, ça va ouvrir des portes. Moi, j'ai connu un entrepreneur un jour qui me disait: «Bah, moi, j'avais mis informaticien au début sur ma carte de visite parce que je proposais des services en informatique, mais je voyais bien qu'il y avait plein de structures qui ne voulaient jamais me recevoir. Bah, j'ai changé mon intitulé, j'ai mis président parce que j'étais directeur de ma petite structure. Alors c'est sûr qu'au début, j'étais tout seul, j'étais président de moi-même, mais bizarrement, on m'a ouvert des portes parce que tout d'un coup, j'étais président. Alors ça peut paraître bête, hein. On peut juger ça, on peut dire que c'est pas correct si on a envie, mais néanmoins, le monde aujourd'hui fonctionne comme ça. Donc assumer aussi les titres et les responsabilités qui vont avec. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des responsabilités qui vont avec. Ça peut paraître toujours envieux, tout le monde se dit: «Ah ben, je vais me nommer président, directeur et tout ce que tu veux». Mais attention, quand les gens vous voient avec ces appellations-là, ils ont des attentes à votre égard, hein. Ils se disent: «Ouh là là, lui il a un gros poste, il a de grosses responsabilités», on a des attentes à l'égard de ça. Être une autorité, c'est pas toujours simple, parce que les gens réagissent face aux autorités. On va y revenir d'ailleurs. Faisons maintenant un point sur les écueils à éviter quand on veut être une autorité bienveillante. Quelques écueils assez communément partagés. Le premier, c'est l'impératif. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas donner des ordres, je suis en train de dire qu'on doit donner des ordres avec discernement. Vous ne pouvez pas dire à tout le monde: fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ça ne marchera jamais. Si à un moment, il y a vraiment un ordre à donner, et vous dites à la personne: il faut que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, fais ça, dans tel délai, dans tel machin, ça peut arriver ponctuellement. Mais la plupart du temps, on peut le faire avec un peu plus de bienveillance, avec un peu plus de respect, sans une espèce d'autorité absolue qui souvent va créer de la tension, va être mal prise. Mais faites attention aussi de ne pas non plus utiliser des formes de questionnement si ce n'est pas une question. Je vois parfois des autorités dire est-ce que tu pourrais rédiger ce document, s'il te plaît? Les personnes disent bah non. Ben en fait, il va falloir que je le fasse. Ben pourquoi? Bah parce que je te le dis. Bah non, tu m'as demandé si c'était possible ou pas. Je te dis non. Maintenant, finalement, c'est un ordre. Et vous voyez qu'en général, ça crée un peu d'incohérence en face. Ou c'est un ordre, ou c'est une demande. N'oubliez jamais, si c'est une demande, les gens doivent dire non. Ça revient au principe de congruence aussi. L'autre chose, et l'écueil dans lequel on peut tomber, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est le moment où on est prééminent dans sa autorité. On veut être celui qui décide de tout, celui qui est l'autorité suprême un peu, etc. On va s'imposer, parfois on va crier, parfois on va malmener l'autre. On peut avoir tendance du coup à créer un climat de peur et d'angoisse avec les gens avec qui on travaille. Souvent du coup la liberté de parole est très limitée, les choses sont assez mal vécues, très rapidement ça va parler derrière ce type d'autorité, les gens vont dire oui, oh là là, ne lui parle pas, il est comme ci, il est comme ça, etc. etc. Et forcément, ça peut amener effectivement les équipes en souffrance quand on a des gens qui tombent dans ce type d'écueil qu'est l'autoritarisme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que l'autoritarisme, c'est aussi un système de défense. Ce n'est pas juste quelque chose que les gens font pour être malveillants. C'est souvent des gens qui sont mal à l'aise, qui ont du mal à s'assumer dans leur autorité, qui ont du mal à s'incarner dans leur autorité, et qui du coup, ne comprenant pas comment faire, et se sentant parfois malmenés vis-à-vis des uns et des autres, ayant l'impression de ne pas être respectés ou de ne pas être écoutés, qui vont faire preuve d'autoritarisme, ils vont se mettre à prendre du pouvoir, à imposer, à brimer peut-être un peu. C'est pas pour leur trouver des excuses, c'est juste pour que vous compreniez que face à ces gens-là, ou si vous, peut-être vous êtes là-dedans, si vous voyez que parfois vous faites preuve d'autoritarisme, de vous dire, ok, il y a peut-être quelque chose à aller travailler en arrière, parce qu'effectivement, souvent, ça va toucher à notre individualité. C'est plutôt qu'on est, voyez, un peu insécure, puis du coup, on réagit de cette manière-là. On ne le fait pas comme 24 heures sur 24. On n'est pas dans l'écueil en permanence, en général. C'est de temps en temps. Parfois trop souvent. Et l'autre versant, l'autre écueil,
c'est la permissivité. Effectivement, la permissivité, c'est vraiment tout à fait l'opposé effectivement de ça. C'est-à-dire que c'est le moment où, quand on est une autorité, on va dire oui à tout. On va toujours aller dans le consensus, on va vouloir éviter les conflits à tout prix, on va vouloir que tout le monde soit content, quitte à être complètement irréaliste et à créer des incohérences. Et ça ne crée que de l'insécurité en face. Les gens, ils savent plus quoi faire, ils se disent « mais je comprends pas ». Et elle dit oui à tout le monde. Je me rappelle un jour avoir eu quelqu'un qui m'expliquait qu'effectivement, ils avaient été voir leur manager, puis tous, ils avaient demandé leur congé. Puis à un moment, quand ils s'en parlent ensemble, ils se rendent compte qu'ils ont tous demandé la même semaine de congé, puis que leur manager a dit oui à tout le monde. Et là, ils se sont dit, il va y avoir un problème, tout le monde ne va pas pouvoir partir en vacances, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait plus personne dans le service. Quand ils viennent voir leur manager, le manager dit, ah, écoutez, vous pouvez pas vous débrouiller. Vous voyez, ça agace. Alors ça a l'air très bienveillant, mais vous voyez qu'à la fin, ça crée un manque de confiance, ça crée un manque de respect, et ça crée de l'insécurité. Donc ça, c'est vraiment des choses à éviter. Et là encore, en général, la permissivité, c'est un mécanisme de défense. Le plus souvent, c'est qu'on est face effectivement à des personnes qui ont peur de ne pas être aimées, qui ont peur de s'assumer dans leur autorité, etc. Parce qu'elles pourraient être mal vues, mal perçues, elles ont peur d'être jugées, etc. Mais vous voyez qu'à la fin, elles le sont pareil en fait. Donc ça fait partie de l'ensemble des écueils dans lesquels il faut éviter de tomber quand on est une autorité. Et si vous voyez que vous tombez dans l'autoritarisme ou la permissivité, n'hésitez pas au besoin, si vous avez du mal à percevoir d'où ça vient, etc., à aller vous faire aider, à aller consulter pour aller chercher de l'aide. Vous verrez dans la suite du cours, on va revenir un peu sur c'est quoi vraiment votre rapport à l'autorité, quel type d'autorité vous êtes. Donc déjà, vous aurez des pistes de cheminement et de réflexion, mais si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous trouverez plein d'informations dans le pôle thérapie coaching sur Bigger. Donc, vous l'avez compris, être une autorité ne veut pas dire être autoritaire. Bien au contraire, ce sont deux concepts extrêmement distincts. Et il est tout à fait possible d'être une autorité bienveillante, reconnue, respectée, écoutée et obéie. Et d'ailleurs, plus vous êtes ça, plus vous écoutez, plus vous êtes bienveillant, plus vous êtes respecté et plus vous êtes obéi. Les objectifs à atteindre pour être une autorité bienveillante. Donc, maintenant qu'on a vu les écueils, voyons effectivement qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. C'est quoi les clés pour être une autorité bienveillante? La première chose, c'est l'attitude congruente. On en a parlé. C'est très important d'être cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Sinon, forcément, les gens vont sentir les biais et les limites. J'en ai déjà parlé. Soyez bienveillant. Bienveillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être indulgent, ça veut dire être gentil, ça veut dire être attentionné, ça veut dire agir de manière désintéressée, ça veut dire être à l'écoute, quoi. Tout simplement. C'est ça que j'entends ici, dans cette démarche de bienveillance. Traiter l'autre sur un pied d'égalité. Ça, c'est une clé aussi extrêmement importante. On a parfois tendance à croire que l'autorité, le manager, est au-dessus de son subordonné, comme le parent serait au-dessus de l'enfant. Mais ce n'est pas la réalité. L'autorité est au-dessus de personne. L'autorité est sur un pied d'égalité. Tout simplement, on est deux êtres humains qui avons juste des fonctions ou des responsabilités différentes à un moment donné. On se rappelle ce que j'expliquais au début de la formation. Il y a des moments où on est l'autorité et des moments où on est le subordonné. Ne l'oubliez jamais. Moi, j'ai un jour travaillé dans un cabinet conseil en ressources humaines, et dans ce cabinet, on était toutes les postures en même temps. La directrice, elle s'organisait toujours pour qu'on ait à gérer des équipes et des projets. Donc dans ces projets, on gérait les équipes avec nos collègues, et en même temps, on était sur d'autres projets où c'était notre collègue qui était le chef d'équipe, puis nous, on était le subordonné. Fait qu'en parallèle, on travaillait une fois dans une posture de chef d'équipe, une fois dans une posture de subordonné, de collaborateur. Vous pensez bien que vous avez intérêt à être un chef d'équipe avec du discernement, parce que quand vous allez dans l'autre posture, si votre collègue, qui est votre subordonné, qui va devenir sur l'autre projet votre chef d'équipe, si vous n'avez pas été bienveillant, je vous rassure qu'il y a bonne chance qu'elle décide de ne pas l'être non plus.
Pas par vengeance, hein, mais parce qu'on est des êtres humains quelque part. Donc traitez les autres sur un pied d'égalité. Posez votre cadre. C'est très important quand on est responsable de poser son cadre. C'est ce qui va permettre d'animer, de développer le travail collectif. Pour ça, vous avez une formation si vous le souhaitez sur la plateforme. Mais c'est important que tout le monde connaisse les règles, les limites, les responsabilités, les libertés. Plus elles sont posées dès le début, plus ça permet à tout le monde de fonctionner. Moi, quand j'anime des formations, je pose toujours mon cadre. Ben là, vous me direz, vous êtes en formation, Marie, et vous ne nous avez pas posé un cadre. Bah si, dans la partie avant de commencer, vous avez du bon usage de la plateforme et je vous ai donné un cadre idéal. Oui, je ne suis pas là, dans votre bureau pour vérifier, mais je vous fais confiance que vous avez choisi les conditions optimales pour réaliser intelligemment ces formations. Mais quand j'anime en présentiel, je pose mon cadre. J'explique quelques règles, ne pas couper la parole, d'être à l'écoute de chacun, d'éviter les bavardages. Ça peut paraître des règles un peu simples, mais un peu simplistes. Néanmoins, quand il y a quelqu'un qui bavarde, vu que j'ai déjà posé le cadre, bah c'est plus facile de dire à la personne, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Si tu pouvais éviter, ce serait sympa. Et une fois qu'on a posé notre cadre, bah évidemment, la deuxième chose à faire, c'est de tenir le cadre. On se rappelle, il faut être cohérent. Je dis et je fais. Donc si effectivement j'ai posé un cadre, mais que je ne veille pas à le faire tenir, ça n'aura pas d'allure. Je vous ai déjà donné des exemples. Si j'ai posé des limites et j'ai dit bah, c'est ça qu'il faut faire et qu'à chaque fois que les gens ne le respectent pas, il n'y a aucune conséquence, il ne se passe rien et moi je laisse faire, bah, les gens ont vite compris que mon cadre n'est pas solide. Et ce que ça crée, c'est de l'insécurité, bien évidemment. Donc c'est très important de veiller à ça. L'autre point également, c'est de s'adapter à l'autre, c'est-à-dire de s'adapter à son mode de fonctionnement, à son type d'intelligence, à son mode de communication. Plus vous allez être en tant que manager, en tant qu'autorité, être capable de trouver le bon chemin pour parler à vos interlocuteurs, qui sont vos subordonnés. N'attendez pas que ce soit aux autres de s'adapter à vous. Adaptez-vous à l'autre. Moi, quand j'étais psychologue, j'ai des gens de toute nature, de toute culture, de différentes possibilités qui arrivent avec des intelligences, avec des modes de communication différents, quoi. Je ne suis pas en train de dire plus ou moins, je suis en train de dire différent. Il y a des gens qui pensent différemment les uns des autres. Il y a des gens, vaut mieux les aborder par leur esprit. D'autres, ça va être mieux de les aborder par leur cœur. D'autres, ça va être mieux de les aborder de manière corporelle, etc. ou de manière pragmatique, quoi. Donc c'est à moi, en tant qu'individu, d'essayer de trouver la bonne porte. Parce que sinon, je vais passer à côté de mon sujet. C'est ce qui fait que dans ces formations, vous avez à la fois du contenu théorique, du contenu pratique, des exercices, pour essayer de combler toutes les dimensions de chacun. C'est pour ça que vous avez des écrits et de l'oral. Parce que c'est ça qui fait que je peux essayer de m'adapter à un maximum de personnes. C'est ça qu'on vous demande en fait quand vous êtes une autorité, de veiller à vous adapter parce que c'est à vous de vous rendre intelligible. Est-ce qu'on plaira à tout le monde? Sans doute pas. Mais en tout cas, ça peut veiller à être au plus près des personnes. Et puis, il y a un autre point, c'est s'adapter aux circonstances. Et ça, je pense que c'est également quelque chose d'extrêmement important, c'est de tenir compte du contexte dans lequel on évolue. Que ce soit le contexte interne des personnes qui peuvent vivre des choses par ailleurs dans leur vie personnelle ou avec des collègues ou autres, etc. Ou qu'ils ont voulu une promotion qu'ils n'ont pas eue, ce qui peut amener des bouleversements. Et puis le contexte externe qui peut être des changements de locaux, des changements de logiciels, etc., qui vont donner aux gens des temps d'adaptation. Et vous, en tant que manager, en tant qu'autorité, si vous voulez que ça se passe le plus possible, il va falloir à un moment tenir compte, évidemment, de ce qui est en train de se passer réellement dans cette situation, de manière à pouvoir effectivement vous ajuster aux personnes référées. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première partie sur ce cours. Et maintenant, je vous invite à aller consulter la deuxième partie où on va aller voir davantage le rapport à l'autorité et vraiment un peu plus comment ça fonctionne chez vous dans ce rapport à l'autorité.